Dans Lady vous écoute, regard sur le monde, regard de femmes sur le monde avec Sylvie Bréban, journaliste à TV5 Monde. Bonjour Sylvie. Bonjour Lady. Nous partons aujourd'hui sur Stop, trop c'est trop le harcèlement sexuel, notamment dans les transports. Oui, c'est un vrai problème. Je pense qu'on a tous, nous les femmes, on a toutes des anecdotes, ou pas des anecdotes d'ailleurs, des choses plus sérieuses à raconter à ce sujet. C'est vraiment, toutes les femmes ont expérimenté sous toutes les latitudes ce problème. Messieurs qui nous regardez, les transports publics ne sont pas le lieu où vous pensez que les femmes qui sont là, assises à côté de vous, debout devant vous, vous appartiennent. Non, que nenni. D'ailleurs, désormais, les pouvoirs publics s'emparent de cette thématique-là, n'est-ce pas Sylvie? Oui, alors en France, il y a une campagne en ce moment qui s'appelle Stop, ça suffit, qui est assez bien faite de vidéos, d'affiches, etc. pour sensibiliser et les victimes de ne pas se laisser faire et au moins de signaler si elles sont victimes d'un problème, mais aussi pour sensibiliser les harceleurs, parce que c'est à eux qu'il faut dire d'arrêter. Et aussi au Royaume-Uni, en ce moment, il y a une campagne qui est assez incroyable. Alors celle de France, c'est plus classique, mais enfin c'est un design sur les lignes de métro. Mais alors au Royaume-Uni, ils ont fait vraiment très fort. Ils ont fait ça autour du thé, du sacro-saint thé. Le petit doigt en l'air. Le petit doigt en l'air. Et donc on voit quelqu'un qui est en train de boire du thé et quelqu'un qui lui explique, tu as des amis qui viennent et tu vas leur proposer du thé. Mais s'ils ne veulent pas du thé, tu ne vas pas leur forcer à boire le thé. Et c'est assez délirant, c'est très, très british. Très british comme humour. Comme humour, ouais. Alors, c'est de l'humour vu de loin, mais quand on vit cette situation-là, ça n'est absolument pas drôle du tout. D'ailleurs, mesdames, si vous ne vous rendez pas très bien compte ce que c'est que le harcèlement sexuel, parce que vous pouvez penser qu'il faudrait vraiment que les choses soient très claires, nous allons descendre dans la rue, notre petit micro-trottoir. Écoutez ce que nous disent ces dames. On regarde. Est-ce que vous avez déjà été harcelé sexuellement dans les transports en commun? Alors oui, ça m'est déjà arrivé en fait de me faire interpeller par des hommes. Alors une fois, j'étais sur le quai en fait, en train d'attendre le RER. Puis il y a un homme qui s'est assis vraiment tout près de moi. Et il a commencé à avoir des gestes, je me demandais s'il voulait vraiment me toucher ou quoi, et du coup ça m'a mis vraiment très mal à l'aise en fait. Et sinon ça arrive assez régulièrement, soit de se faire siffler ou des gens qui vont venir vous parler, vous demander des propositions un peu inconvenantes. Oui, ça peut arriver que des personnes vous touchent, vous pensez que les personnes ne le font pas exprès, mais en fait elles le font vraiment exprès, ou des personnes vous sifflent dans le métro. Oui, c'est déjà arrivé. Et quand? La dernière fois, c'était cette semaine, en début de semaine en fait. Vous pouvez nous raconter un tout petit peu comment ça s'est passé? Alors je suis montée dans le wagon, c'était dans le métro en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a sifflé, il m'a dit oui, t'es très jolie, tout ça. Et moi, j'avais pas forcément envie de répondre, donc j'ai pas fait attention en fait. Et lors des heures de pointe, il n'y a pas des petits frottements et tout Ça oui, je crois que parfois c'est vachement blindé que c'est un peu pas inconfortable. D'accord. Et vous n'avez jamais pensé à porter plainte parce que je suppose que lors des pointes, il y a des petits frottements et tout. Vous n'avez jamais pensé à porter plainte et tout? Oui et non, parce que c'est un peu compliqué. Il faut y aller. Après, comment on pourra le prouver c'est un peu ambigu. Conseillez-vous, aux personnes qui se font harceler sexuellement dans les transports? Faut qu'elles réagissent, faut pas qu'elles restent là à ne rien dire et à se laisser toucher, ça c'est clair. Parce que surtout en tant que femme, il y a quand même une grande solidarité. Et donc si elles réagissent, l'homme il va se sentir humilié déjà premièrement. Et c'est quelque chose à ne pas banaliser. Et vous pensez quoi du sujet Je pense que c'est le signe d'une inégalité homme-femme qui persiste, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de harcèlement féminin envers des hommes dans le métro. Et voilà. Mais en revanche, au niveau des solutions, je ne sais pas trop par où ça pourrait passer, si ce n'est par un changement de mentalité. Ces propos recueillis sur le terrain en disent long sur le non-dit. Un non-dit sur lequel s'expriment Daniel Bousquet et Pascal Boitard. Et elles ont raison.
de dire qu'elles sont partout chez elles quand elles le souhaitent. Et bien qu'elles puissent sereinement se rendre au travail, se rendre à leurs loisirs, circuler librement, sans être agressées par des propos, des gestes déplacés, voire pire. Voilà donc un reportage de Patience Priso et Jean-Philippe Epessé Kamzazadi. Vous avez des histoires, vous aussi, et toutes celles qui nous regardent ont vécu quelque chose. Alors, dans ce qu'on vient d'entendre, il y a deux choses, en fait. Il y a les récits des agressions, et puis il y a que faire. Alors, les récits des agressions, on en a tout à raconter. Et moi, j'en ai trois, vraiment, qui m'ont beaucoup marqué. Une où j'ai été victime, d'abord, c'était à Paris, dans une station d'autobus, sous un abribus à Saint-Michel. Donc, à l'époque, j'étais jeune et étudiante. Et c'était le soir très avancé. Et il y a un type qui a commencé à être comme ça, complimenté, de la drague lourdingue, et puis qui est devenu très, 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 très insistant. Et je commençais à avoir très, très peur. Et puis, le bus est arrivé, le type commençait à me prendre, à me toucher comme ça. Donc, je suis montée dans l'autobus. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du chauffeur d'autobus? Pour moi, c'est pas réglé. Est-ce qu'il trouvait ça finalement assez drôle, ou bien est-ce qu'il était un peu sidéré? Il laissait la porte ouverte et le type était encore en train d'essayer de m'attraper. Et moi, je donnais des coups de pied. Ça s'appelle de la complicité masculine. Voilà, je donnais des coups de pied comme ça et la porte se refermait pas. Et donc, ce jour-là, j'ai été vraiment très, très mal et j'ai eu très peur. Alors, il y a eu une autre fois, ça me concernait pas directement, c'était dans le métro du Caire. Je sais pas si vous connaissez le métro du Caire, mais bon, le métro à Paris à 18h, c'est rien à côté du métro du Caire. Il y a même des gens sur le toit dans le métro du Caire, tellement il y a de monde. Et donc là, on est tous complètement serrés, etc. Et puis, tout d'un coup, j'entends un cri, une voix de femme très, très forte. Et puis, je voyais pas. Parce que tellement on est serré. Et tout d'un coup, j'ai vu une main qui se levait avec une babouche, une main de femme avec sa babouche, et qui a commencé à insulter un type et à lui taper comme ça sur la tête. Et c'était, dans le fond, c'était très, très réjouissant parce que le type, on était tellement serré qu'il pouvait rien faire. Et on sait qu'au Caire, c'est un fléau, le harcèlement sexuel dans la rue, dans les transports, etc. Et donc, c'est une histoire quand même assez réjouissante. Et puis la troisième histoire, ça c'était dans le métro de New York. Et c'est quelque chose, jusqu'à aujourd'hui, j'y pense des fois. À un moment donné, j'ai senti que quelqu'un me touchait, me caressait. Et je me suis retournée et c'était une femme. Ah. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Eh bien, en fait, j'étais sur le point de crier, d'insulter, de dire quelque chose. Et je me suis retrouvée complètement idiote et je n'ai rien dit. En fait. Bon, et donc, c'est la deuxième partie de ces témoignages qu'on vient de voir, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et il y a une femme là-dedans qui dit c'est ambigu, on ne sait pas quoi faire, parce qu'effectivement, ça fait partie presque de la vie quotidienne, donc on ne sait pas s'il faut porter plainte, s'il faut en parler. Et puis porter plainte à qui? L'agresseur, l'agresseuse n'est plus là, la personne est partie. Et parfois, on s'entend dire, mais enfin, madame, vous chipotez, on vous a fait des compliments, on vous a dit que vous êtes jolie, vous n'allez quand même pas vous plaindre, ça n'est pas méchant. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui a changé, c'est qu'il y a de plus en plus de plaintes pour harcèlement, pour agression, etc. Contre qui peut-on porter plainte? On a des téléspectatrices qui nous regardent. Faut-il aller au commissariat dire, monsieur l'agent, il y a quelqu'un qui... Alors, oui, c'est ça, on peut dire, c'est pour sensibiliser, parce que on ne sait pas s'il y a plus d'agressions aujourd'hui, c'est pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de personnes qui portent plainte. Donc peut-être que ça fait plus d'effet, parce qu'on peut plus communiquer là-dessus, en disant, vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui ne se laissent plus faire, qui portent plainte. Bon, le coup de la babouche, finalement, c'était pas mal. Il faudrait tout avoir une babouche dans le sac à main, ça peut aider. On pourrait tout de même s'interroger sur pourquoi est-ce que les hommes s'imaginent comme cela que les femmes leur appartiennent, tout simplement. Ça, c'est difficile. Tous les hommes, heureusement, ne s'imaginent pas ça. Moi, je pense aussi qu'on est dans des sociétés hyper sexualisées. Mais là, vous avez fait état du Caire, de New York, de Paris. Oui. Partout où que l'on aille, sous toutes les latitudes, on voit bien qu'on n'est jamais à l'abri. Non, on n'est jamais à l'abri. Mais bon, c'est vrai qu'on est dans une société qui, par les publicités, les affiches, le cinéma, il y a quand même une hyper sexualisation. Et en même temps, une très grande
un très grand puritanisme, c'est-à-dire les deux presque vont ensemble. Et donc, je pense qu'il y a des types qui savent plus très bien, qui se sentent très frustrés parce qu'on leur dit qu'on est un homme quand on sait faire, quand on y va, quand on collectionne les femmes. Et en même temps, il y a ce puritanisme qui est quand même très fort aujourd'hui pratiquement dans le monde entier, et donc il y en a qui comprennent plus très bien et qui font n'importe quoi. Alors, je ne veux pas les excuser non plus, hein, il Alors s'agit pas de justement, ça. est-ce que ce n'est que du puritanisme ou est-ce que c'est de la légitime défense? C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être peloté dans le métro, ni où que ce soit d'ailleurs, par quelqu'un qu'on ne connaît même pas, on n'a pas envie, point barre. Oui, on n'a pas envie, mais parfois on ne sait pas le dire, on ne sait pas comment faire. Il faudrait des fois, je pense que l'arme de l'humour peut être absolument massive, quoi. Il faudrait avoir le sens de la répartie, il faudrait pouvoir renvoyer ces types. Quand on passe du harcèlement à l'agression, On n'est pas loin du viol parfois. Voilà, là c'est très très grave. Est-ce que c'est les prémices du viol d'ailleurs? Je ne sais pas. Peut-être que oui. En tout cas, ça met les femmes, ça les met dans une... C'est très ambigu parce que certaines femmes trouvent que finalement c'est pas désagréable. Il y en a qui sont un peu ennemies d'elles-mêmes aussi, hein. Et puis en même temps, au bout d'un moment, elles se rendent compte que elles viennent très très mal à l'aise et elles se rendent bien compte que c'est pas du tout flatteur en fait, hein. Mais il y a cette image qu'on essaye de donner des femmes aussi. C'est compliqué, hein, tout ça. Moi, je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, les campagnes, c'est bien parce que ça peut sensibiliser, d'autant plus si elles arrivent à jouer sur les ressorts. Et quand même, franchement, cette campagne sur le thé, moi, je pense qu'en Angleterre, tout le monde boit du thé. Donc, tout le monde peut comprendre la chose basique de est-ce qu'on force quelqu'un? On voit à un moment donné l'autre qui lui verse du thé carrément dans la gorge comme pour ça. Le forcer. Bon, voilà, alors quand une femme dit non, c'est non, et vous aurez l'occasion de revoir en partie ou en entier cet élément sur TV5 Monde, sur le site des Terriennes précisément. On peut peut-être s'interroger sur le fait que les pouvoirs publics s'emparent de cette situation-là. Il faut quand même préciser que ça n'est pas à l'initiative des pouvoirs publics au sens général, mais du Haut Commissariat à l'égalité des chances femmes-hommes au travers de sa présidente, Madame Danielle Bousquet, que l'on voyait tout à l'heure en fond d'écran. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment changer les choses? En tout cas, je me dis, ça ne peut pas faire de mal. Voilà, on ne sait pas, on tâtonne, on sait comment faire pour... En fait, il faut changer les mentalités. Donc, il faut des campagnes, il faut de l'éducation. Moi, je crois que l'éducation, c'est essentiel. C'est vraiment... Mais il faut aussi... Il y a de l'éducation à la lecture, l'éducation en classe. Il y a aussi l'éducation à Internet, à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux à une vitesse stupéfiante. Il faut aujourd'hui qu'on apprenne à apprendre comment se dépatouiller avec tout ça. Mais en même temps, je pense que les pouvoirs publics peuvent faire des campagnes. En tout cas, on ne sait pas si ça va marcher, mais on se dit que ça ne peut pas faire de mal. Quand une femme dit non, c'est non. Voilà donc ce micro-trottoir, vous pourrez le retrouver en partie ou en entier sur TV5 Monde en visitant les Terriennes, car les Terriennes s'occupent de l'actualité des femmes dans le monde au féminin. C'est important aussi d'apporter cet angle-là. Alors nous allons peut-être aussi parler d'une actualité qui se profile. C'est la COP21 et puis il y a eu malheureusement les attentats à Paris. Il y a aussi un regard féminin à apporter à cela avant que de retourner à notre prochain élément. Oui, pour la COP21, ça va de soi, j'allais dire. Il y a eu un appel de personnalités. Laurent Fabius, le ministère des Affaires étrangères en France lui-même, au 8 mars dernier, donc journée internationale des droits des femmes, avait aussi mis l'accent dessus. C'est que les femmes sont en première ligne par rapport au réchauffement climatique. Elles sont en première ligne comme victimes, parce qu'elles font partie des populations, elles sont majoritaires dans les populations les plus pauvres, et c'est elles d'abord qu'affectent les dérèglements climatiques. Et puis, elles sont en première ligne parce que ce sont des acteurs cruciaux pour lutter contre le réchauffement climatique, parce qu'elles savent, elles sont pragmatiques, elles comprennent très très vite, et donc c'est essentiel. Et c'est un des aspects importants de la COP21 dont on espère
que tout sera mis en œuvre après pour lutter contre ce réchauffement climatique. Alors il y a eu cette autre actualité terrible des attentats, et là aussi il y a un prisme féminin, on va dire, nous on a donné dans Terrienne. Il y a deux choses. Il y a d'abord que les terroristes se sont attaqués à des lieux de culture. D'abord, le Bataclan, c'est un lieu de culture, et donc on a choisi, nous, de montrer des femmes qui, par la culture, luttent pour la paix au quotidien. Alors, ce sont des musiciennes, un orchestre de musiciennes aveugles du Caire. Ce sont des chanteuses israéliennes juives d'origine yéménite qui chantent en arabe. Et puis, bon, il y a Mystique, donc une artiste de rue qui, justement, dans les quartiers qui ont été pris pour cible dans la capitale, c'est-à-dire des quartiers populaires de l'Est et du Nord parisiens, qui, depuis 30 ans, laissent des marques sur les murs. C'est très, très charmant. Tout le monde se régale. C'est à la fois poétique et joli. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, certes, aujourd'hui, c'est poétique, mais elle a quand même été emprisonnée à un moment quand elle a commencé tout cela. Oui, parce qu'à l'époque, évidemment, c'était considéré comme des graffitis. Donc c'était considéré comme laid, effectivement. Elle dégradait les murs. Elle dégradait les murs. Urbain. Bon, maintenant, évidemment, elle est rentrée dans le marché de l'art, et donc elle a réagi. Et elle, évidemment, ce qu'elle dit, c'est créer. Il faut créer, parce que pour nous les artistes, c'est notre façon de résister. Voilà. Alors, vous pouvez retrouver ces articles en entier sur le site des Terriennes, tv5monde.com. Les Terriennes, avec un / les Terriennes, vous retrouverez cela en entier. Nous allons peut-être parler des femmes ministres. On a un petit élément vidéo, c'est Madame Youssouf Hadjidja Halim, ministre de l'Éducation de base du Cameroun. De passage à l'UNESCO, elle était chef de délégation lors de la 38e session de la conférence générale de l'UNESCO. Et ensuite, on va revenir sur d'autres femmes ministres en Afghanistan cette fois-ci. On regarde des images de Maxence Ansel. Mesdames et messieurs, je voudrais également saisir cette occasion pour relever avec force que les relations entre le Cameroun et l'UNESCO sont excellentes depuis 1960, date de l'adhésion de mon pays à l'UNESCO. Celle-ci, depuis lors, accompagne le Cameroun dans la formation des ressources humaines de qualité et dans les réformes des programmes liés à ces domaines de compétences. Nous voyons dans cette réception un moment privilégié de partage et de dialogue interculturel. Je remercie tout particulièrement Madame la Directrice Générale de l'UNESCO d'avoir pu être là. Je voudrais également remercier le groupe africain qui a bien voulu présenter ma candidature à la présidence de la commission SHS, mission dont je puis vous assurer que je m'acquitterai avec engagement et détermination. Je saisis cette occasion pour vous rappeler que le Cameroun est candidat à quelques organes de l'UNESCO, dont notamment le Conseil exécutif, le MOST, le PIDC et le MAP. Mon pays sait pouvoir compter sur votre soutien précieux, tout comme sur le soutien des pays amis. Voilà donc la ministre de l'Éducation de base au Cameroun. D'autres femmes ministres, nous disions, le fait qu'il y ait enfin, et on va dire de plus en plus de femmes ministres, ça et là. Est-ce que quand une femme est ministre, d'après vous, est-ce qu'elle a dans son portefeuille, de manière insidieuse, à s'occuper de la question des femmes forcément, ou à s'occuper simplement de son portefeuille? Alors nous, on a rencontré, lorsqu'elles étaient de passage à Paris, 2 ministres afghanes. Donc c'est presque un oxymore. Ça a été des années où les femmes n'avaient aucun rôle à jouer pendant la période des talibans, on va dire, mais autrefois si, et puis maintenant c'est revenu. Et donc, elles ont été très claires. Alors, il y en a une qui est ministre de la Culture et l'autre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, elles nous ont dit très clairement qu'à leur fonction, évidemment, qu'elle prenait en compte les droits des femmes et que d'être ministre de l'enseignement supérieur pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes femmes qui accèdent à l'enseignement supérieur, ministre de la Culture pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes femmes aussi qui soient présentes dans toutes les sphères de la culture, c'était pour elle une évidence absolue qu'elle se battait aussi pour les droits des femmes. Alors, ne pensez-vous pas que, quelque part, elle vole à la ministre chargée des droits des femmes ses prérogatives, d'une certaine manière? On voudrait bien que la question des femmes reste transversale d'un ministère à un autre, mais le fait que les femmes
qui sont ministres s'emparent d'emblée de cette thématique-là. Est-ce que c'est pas... Moi, je pense que l'union fait la force. Hein. Plus on est nombreuses à se battre. Donc, s'il y a des ministres femmes qui, à l'intérieur de leurs prérogatives, se battent aussi pour les droits des femmes, et s'il y a une ministre des droits des femmes, je ne vois pas du tout en quoi c'est antinomique, et au contraire, ça me paraît une très bonne chose. Entre les femmes, donc, ministres, et on salue cela et on espère qu'il y en aura de plus en plus, et Madame Tout-le-Monde, qui peut prendre les transports publics, se retrouver à faire l'objet de harcèlement sexuel dans les transports, il y a une cause commune à toutes les femmes, et on va parler de la journée mondiale des toilettes. Ah oui, alors ça, parce que ça paraît anecdotique comme ça, la journée internationale des toilettes, hein, la journée mondiale des toilettes, parce que ça fait rire, quoi, aller faire pipi, tout ça, ça fait rire, mais c'est pas drôle du tout. Il y a 5 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès aux toilettes, et une majorité de femmes parmi celles-là, et ces femmes sont en danger parce que pour aller justement faire leurs besoins, des besoins humains nécessaires pour tout le monde, elles sont obligées de parcourir des kilomètres pour se cacher, pour se mettre à l'abri. Et c'est sur ces chemins parfois, ce chemin est celui de tous les dangers. Et donc, c'est loin, loin, loin d'être une question anecdotique. C'est une question hyper importante. Et je dirais... elle est essentielle, quoi. C'est presque un droit humain que tout le monde puisse avoir accès à des toilettes. C'est comme avoir accès à l'eau, avoir accès à l'air. Il faut qu'on puisse avoir accès aux toilettes. C'est pour ça que les Nations Unies et que ONIFEM est très, très en pointe dans ce combat pour le développement des toilettes partout dans le monde. Alors, si vous ne vous rendez pas bien compte, le fait qu'il faille marcher quelques kilomètres pour se cacher, pour se mettre à l'aise tout simplement, ne pas être suivi, ne pas être épié, il y a une autre considération, même quand on vit dans des zones urbaines où il y a des toilettes publiques, là aussi, il s'en passe des vertes et des pas mûres, en sachant que déjà, on va relever un point sur, s'il y a 4 toilettes, 2 pour les hommes, 2 pour les femmes, on sait très bien que ces dames vont mettre un peu plus de temps, le temps de poser son sac. D'ailleurs, on ne sait jamais où poser son sac dans les toilettes publiques, si ce n'est à terre. Par terre, c'est mouillé, c'est jamais propre. Il n'y a pas toujours un endroit pour accrocher ni son sac ni son manteau quand on en a un. Il y a une inégalité quelque part dans l'accès aux toilettes publiques. Absolument. D'abord, il n'y en a pas assez des toilettes publiques. Hein. Et puis, bon, on dit on peut aller dans les cafés. Non, mais les cafés, de plus en plus, si vous n'êtes pas consommateur, ils vous interdisent l'accès aux toilettes. Nous, on a fait, d'ailleurs, à Paris, on a fait un reportage sur... il y a eu un livre, parce qu'il y a une jeune femme, une Parisienne, qui a fait un bouquin sur comment c'est possible d'aller aux toilettes, en particulier pour les femmes à Paris. Eh ben, c'est un parcours du combattant. De la combattante. Hein, donc, c'est le parcours de la vous avez intérêt à prendre vos précautions avant d'aller vous promener dans Paris. Et encore. Alors, le fait qu'on ne mette pas plus de toilettes pour les femmes, plus de toilettes accessibles pour les femmes, parce qu'on le voit bien quand on va dans les toilettes publiques, le rang, il est bien long, hein. Elles sont nombreuses et les messieurs, ils vont, ils viennent, ça va plus vite. On pourrait s'interroger sur pourquoi ne mettons pas plus. Non, mais je vais vous dire, il y a une anecdote encore. Bon, alors, c'est drôle et c'est pas drôle. Bon, c'est à TV5 Monde, mais l'immeuble n'appartient pas à TV5 Monde. Il a été conçu par une autre grande société et nous, on n'est que locataires. Hein, donc, voilà, on a trouvé les meubles comme ça. Et bien, dans les étages, les toilettes pour femmes sont moins nombreuses et moins spacieuses que celles pour hommes. Qui est-ce qui a fait la répartition ? Ah ben ça, je ne sais pas. C'est un immeuble qui doit dater des années, moi je dirais 80, donc c'était bien avant nous, mais ça c'est extraordinaire. Ne pensez-vous pas que ce soit un homme qui a fait la répartition disons ce qui est... Alors je vais vous confier quelque chose. Nous sommes à Télé-Sud, à cet étage, exactement, les toilettes des hommes. Comment je le sais ? Parce que quand c'est encombré, il faut aller à côté, il y a de la place. Il y a beaucoup plus de place que dans les toilettes des filles. Bon, on peut se demander pourquoi. Hein, c'est récurrent cette histoire-là. Et c'est pas drôle en fait. Et c'est pas drôle parce qu'en plus il y a un porte-manteau dans les toilettes des hommes. On peut s'interroger dessus. Ouais. Nous allons finir sur un point, c'est l'actualité qu'on évoquait tout à l'heure. Alors on parle de l'engagement des femmes dans le djihad. On entend dire, d'aucuns disent, pour faire grincer des dents, que vous vouliez l'égalité, mais donc là aussi, mesdames, prenez-en de l'égalité, il y en a pour vous. Oui, alors il y a eu pas mal d'interrogations parce que, mais enfin bon, il y a une femme parmi ceux qui sont morts, enfin parce que il y a eu tous ces morts, tous ces jeunes morts parisiens et pas que parisiens d'ailleurs.
d'ailleurs, hein, de tout partout, puisqu'il y a beaucoup de touristes en France, beaucoup d'étudiants qui viennent de partout. Mais parmi les terroristes, il y avait une femme. Et donc, évidemment, tout d'un coup, on s'interroge beaucoup sur la présence de ces femmes qui ne sont pas négligeables, puisqu'on dit qu'il y en a 25% parmi ceux qui partent, qui sont souvent soit des très, très jeunes femmes, des jeunes filles même, de 15 ans, 16 ans. Hein. Il y a eu un cas très connu en Angleterre de 3 filles de 15, 16 et 14 ans qui sont parties, qui étaient des filles brillantes. Donc, on ne voit rien parce que c'est comme un... ce sont des esprits fragiles, des gens qui sont en quête. Bon, celle de Paris, manifestement, elle était dans une logique autodestructrice, parce qu'elle est passée directement de la vodka et de la drogue et de la prostitution au djihad. Alors, bon, on ne sait pas trop. C'est des esprits fragiles, en tout cas. Alors, quand on est adolescent, c'est sûr qu'on est fragile. Et puis, aujourd'hui, l'adolescence, on sait que ça dure de plus en plus longtemps. Et donc, les propagandistes de l'État islamique agissent avec les mêmes méthodes que dans les groupes sectaires. En fait, ils coupent de plus en plus ces filles et ces hommes aussi de leur famille, de leurs proches, tout en leur demandant de rester comme d'habitude. Donc les familles ne se rendent compte de rien. Là, les filles, il n'y en avait qu'une seule dont ils se demandaient un peu ce qui se passait. Mais on ne voit pas venir. En réalité, quand il arrive quelque chose aux jeunes, la famille, les proches, c'est souvent trop tard. Quoi. C'est souvent trop tard. Et ces filles-là, elles sont parties, elles sont pas revenues, quoi. Nous allons terminer là-dessus en vous recommandant de retrouver donc tous ces articles que nous avons évoqués sur le site d'Ethérienne, c'est sur TV5 Monde. Merci beaucoup Sylvie vraiment d'être venue. Très bonne continuation. Souvenez-vous mesdames, quand une femme dit non, ça n'est pas oui.